Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci de votre accueil. Peut-être est-ce que je commence avec une petite note biographique parce que, et c'est vraiment une des raisons, pourquoi cette interview, je pense, sera si fascinante et pourquoi on est si ravis de vous parler aujourd'hui, parce que votre parcours politique, en fait, vous avez tout fait. Vous avez été maire, vous avez été député, vous étiez ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Presque tout fait. De François Hollande. Et maintenant, ministre de l'Outre-mer. Enfin, pour l'instant, ministre de l'Outre-mer démissionnaire. Est-ce que d'ailleurs, ça sera peut-être la première question, est-ce que vous avez des nouvelles sur la composition du prochain gouvernement? Est-ce que vous êtes dans le noir total comme le reste du pays? Non, je n'ai aucune nouvelle. Donc, faut être patient, faut être à la tâche et faut faire comme si. Mais on ne sait jamais, c'est la glorieuse incertitude du sport politique. Est-ce que c'est commun, quand même, ce manque de communication? Est-ce que c'est toujours comme ça dans les recompositions de gouvernement? Ou est-ce que là, il y a quand même une opacité qui paraît assez... Non, par tradition, c'est beaucoup plus rapide. J'ai eu à faire des remaniements ministériels, changer les gouvernements comme Premier ministre, donc en général, c'est 2-3 jours. Mais il est vrai que nous vivons dans une situation totalement inédite depuis la dissolution de juin 2024. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre cherche, comme ses prédécesseurs immédiats, un accord pour faire passer le budget, pour pouvoir tout simplement gouverner. Donc qu'on prenne un peu de temps pour composer le gouvernement et surtout pour chercher cette coalition, ces majorités incertaines. C'est au fond assez normal. J'ai pas l'impression que le pays est bouleversé de cette attente. Oui, mais c'est ça d'ailleurs qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que parfois, je me souviens pendant la composition du gouvernement de Monsieur Barnier, on a attendu des semaines et en fait les affaires continuaient. Est-ce que ça aussi, ça ne participe pas à la perte de confiance que les Français ont envers leur gouvernement, parce qu'en fait ils se disent mais on n'a pas de ministre et tout va bien. D'abord, il y a des ministres, c'est-à-dire même si nous sommes démissionnaires, nous sommes en fonction, en tout cas nous assurons les affaires courantes. Et puis même si parfois elle est très critiquée de manière exagérée à tort, l'administration française, la haute administration, permet aussi ce suivi. Il est évident que cette situation ne peut pas trop durer parce que précisément nous sommes des responsables politiques, nous ne sommes pas des hauts fonctionnaires. Donc il y a des choix à faire, des politiques publiques à conduire, des budgets à présenter, des réformes à engager. Donc ça ne peut pas durer. Il faut faire attention d'une manière générale. Oui, nous sommes dans un moment de crise politique grave, lourde. Mais votre réponse est si intéressante parce que j'ai posé cette question au ministre Retailleau, j'ai posé cette question à monsieur Alain Minc dans le cadre de ce podcast. Est-ce que en vérité, et c'est une perception de beaucoup de Français, est-ce que les responsables politiques ont encore le pouvoir, ou est-ce que justement ces hauts fonctionnaires, ces administrations continuent leur travail quoi qu'il arrive? Alors les patrons changent, parfois il y a un cap qui est donné, mais en vérité, si on est membre de ces grandes administrations, on ferme les égoupilles, on continue et on attend que l'orage passe et jusqu'à ce que quelqu'un revienne qui est plus en vérité amiable avec la volonté de l'administration ou de l'institution. C'est toujours été le cas en France. Enfin, ce qui caractérise notre pays, c'est qu'il y a une continuité de la haute fonction publique, de la fonction publique tout simplement. Moi, ça me paraît plutôt une bonne chose. Et nous avons des hauts fonctionnaires, des préfets, des directeurs d'administration centrale, des ambassadeurs de bonne qualité, très honnêtement. Et tous nos voisins nous envient cette qualité. Mais ce ne sont pas eux qui font la politique. Regardez, et vraiment je le dis de manière très modeste, mais depuis que je suis ministre des Outre-mer, ministre chargé de ces territoires ultramarins, j'ai impulsé un certain nombre de politiques nouvelles. Il a fallu évidemment reconstruire Mayotte ou lancer la reconstruction de Mayotte, touchée par un cyclone terrible à la fin de l'année 2024. C'est l'action politique qui a permis de retrouver le dialogue en Nouvelle-Calédonie. C'est l'action politique qui permet de présenter au Conseil des ministres il y a quelques semaines une loi sur la vie chère. Donc le politique, il a toute sa place. Vous savez, les Français détestent les politiques, rejettent les politiques d'une manière totalement exagérée. C'est même insupportable pour notre démocratie, mais ils aiment beaucoup la politique. Ils aiment beaucoup l'action, critiquer la politique, mais parler politique et faire des choix parfois qu'ils considèrent de rupture pour notre pays. Mais il faut faire attention à ce rejet de la politique parce que il peut à un moment aboutir à un rejet de la démocratie. Est-ce que ce rejet des personnalités politiques, est-ce que c'est un symptôme de notre époque
témoin du dysfonctionnement de notre gouvernement, de nos institutions, ou le prétendu dysfonctionnement, ou est-ce que c'est quelque chose de profondément français? Enfin, le général de Gaulle le rappelait constamment, la France, c'est 14 régimes en 2 siècles, 14 constitutions, alors que les Américains en ont une, avec quelques amendements. Est-ce qu'il y a cette fibre, en vérité, anti-autoritaire, anti-autorité en France, qui fait qu'on va constamment remettre en question nos dirigeants? Ou est-ce que c'est particulièrement accentué aujourd'hui à cause des troubles que nous connaissons? On peut même penser le contraire. Il y a parfois une fibre recherchant l'autorité. Je parle pas de l'autoritarisme, mais l'autorité. Le philosophe académicien Pascal Horry a écrit un article sur ce sujet-là il n'y a pas longtemps. Dans ces changements de régime, il y a souvent le fait qu'on a contesté la démocratie, on a voulu imposer une forme d'autorité. C'est vrai quand on regarde le rôle de la monarchie, de l'Église catholique dans notre pays, évidemment l'Empire, les coups d'État, la recherche dans un cadre républicain et démocratique, bien évidemment, d'une autorité en 1958 incarnée par le général de Gaulle que vous avez cité. Donc, et puis de l'autre côté, il y a une radicalité. Il y a toujours il y a un esprit révolutionnaire, anti-système. On pourrait dire, c'est un pays qui a renversé le roi, qui lui a même coupé la tête. Donc, ça fait partie, pour le meilleur et pour le pire, de notre roman national. Et il y a l'idée que le peuple peut renverser le pouvoir. Donc, il faut que les responsables politiques soient, on l'a vu avec les Gilets jaunes, par exemple, soient très attentifs à ces phénomènes en profondeur qui bousculent les responsables politiques, qui bousculent la société, qui peuvent bousculer aussi, ce qui s'est passé avec le général Boulanger à la fin du XIXe siècle, qui peuvent bousculer la démocratie. Donc, il faut être attentif. Et puis, je pense qu'il y a une crise de la démocratie en général, liée à des phénomènes évidemment que vous connaissez, notamment la globalisation économique, le fait que les pouvoirs se sont déplacés, le pouvoir économique, le pouvoir financier, le fait que l'Europe, l'Occident, mais l'Europe surtout, ne pèse pas autant qu'avant et que le pouvoir est aujourd'hui plutôt en Asie, même si l'Amérique, les États-Unis d'Amérique gardent toujours un pouvoir économique, industriel, militaire et politique majeur, ça reste la première puissance, mais il y a le sentiment d'une forme d'impuissance, non? C'est plus difficile. Et en France, en plus, les politiques ont toujours gardé l'idée que, à eux seuls, et parfois à lui seul, il est candidat ou président de la République, il pouvait tout changer. C'est plus complexe que cela. Donc les Français vivent toujours avec ce sentiment d'une impuissance de la politique, mais que un politique ou que la politique peuvent tout à coup changer tout. Vous avez mentionné le déclassement européen. Venant de vous, c'est particulièrement intéressant. Votre père est espagnol, votre mère suisse-italienne, il me semble. Vous êtes vous-même né en Espagne avec une grande carrière politique en France. Est-ce que vous considérez que le futur européen, c'est l'Union européenne? Nécessite-t-elle des réformes profondes? Est-ce que vous y croyez encore à ce projet? On a l'impression quand même que, à l'âge des méga-continents, des géants démographiques, comme l'Inde, la Chine et les États-Unis, l'Union européenne reste une illusion. Enfin, comment mettre d'accord les 27, notamment l'Allemagne et la France, avec des intérêts si divergents? Vous y croyez profondément encore au projet européen? Toujours, et parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Nous vivons des paradoxes. On a cru pendant des années, à gauche, au nom de l'international, à droite, à travers la globalisation économique heureuse, qu'il n'y aurait plus de frontières, que la nation était une vieille idée. Non, les frontières existent, les nations existent, le génie de chaque peuple existe avec ses réussites, ses travers, ses particularismes. C'est vrai pour la France. Donc, et moi, je suis toujours quand même fasciné et étonné. Donc, je vais à rebours parfois d'une critique de notre pays, que ce pays de 67 millions d'habitants pèse toujours dans le monde. Moins qu'avant, bien sûr, nous ne sommes plus un grand empire colonial, c'est ainsi. De cette manière, on peut s'en féliciter, mais nous pesons toujours, nous sommes toujours membres permanents du Conseil de sécurité, nous pesons ce plan diplomatique, nous avons l'arme nucléaire, nous restons une puissance économique industrielle, malgré évidemment nos problèmes. Mais ça n'est pas suffisant. Et donc,
l'idée de l'Europe, c'est de peser dans ce monde que vous avez décrit rapidement avec de grands ensembles. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de mettre d'accord 27 pays, 27 nations, dont certaines se sont fait la guerre pendant des siècles, mais nous n'avons pas le choix. Et au fond, quand on regarde les crises que nous venons de connaître ces dernières années, nous venons qu'au fond, on a eu des réponses européennes sur le Covid, à propos évidemment de l'inflation, avec des choix qui ont été faits par la Banque centrale européenne, et surtout évidemment à partir de l'invasion russe de l'Ukraine, où il y a une réponse européenne. Elle est longue, elle est difficile, elle est insatisfaisante, mais elle existe cependant. Elle permet sur un certain nombre de politiques essentielles, on pourrait grouper autour de l'idée de souveraineté européenne, de se retrouver. C'est insatisfaisant, nous sommes très loin encore du compte, mais il n'y a pas d'autre solution si nous voulons peser dans le monde que vous avez justement décrit. Donc c'est une volonté vraiment de peser, en fait, d'être assis à la table des grands. C'est ensemble. Nous le sommes dans un monde peut-être un peu déséquilibré. Nous le sommes évidemment au G7. Nous le sommes quand nous discutons avec Donald Trump de la guerre en Ukraine ou les affaires commerciales. Nous le sommes, mais nous n'avons pas les outils d'une puissance unifiée et unique. Mais nous n'avons pas d'autre choix que d'aller dans ce sens. Après, nous avons d'autres défis. Je pense aux défis démographiques, de l'immigration, du rapport avec la Méditerranée et l'Afrique, qui doivent aussi, bien sûr, nous préoccuper. J'ai l'impression que, certainement dans mon adolescence, un des grands arguments pro-européens, c'était de dire « Regardez l'histoire européenne, ce n'est que des guerres. Regardez les 3 guerres franco-allemandes. En vérité, la paix est nécessaire, est obligatoire, et elle ne peut survivre, elle ne peut subsister que par l'Union européenne. » J'étais récemment sur un plateau télé où j'argumentais que le réarmement allemand, malgré l'infrastructure européenne, était une mauvaise nouvelle pour la France, que les intérêts des nations, tels que vous les avez soulignés récemment, restent les mêmes, et que la puissance allemande, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans 30 ans, mais peut-être dans un siècle, restera une menace française. Est-ce que cet argument de la paix, l'Union européenne c'est la paix, sinon on va tous recommencer à se faire la guerre, est encore audible? Est-ce que vous le pensez vrai aujourd'hui? Que pensez-vous d'ailleurs du réarmement allemand en règle générale? Comment voyez-vous la chose? Il y a beaucoup de questions et elles sont toutes importantes parce qu'elles interrogent notre destin. Vous parliez de votre adolescence, je suis un peu plus âgé que vous, mais beaucoup plus âgé que vous. J'ai vécu dans un autre monde qui était le monde façonné par la Deuxième Guerre mondiale, le monde de Yalta, le monde du mur de Berlin. Et au fond, c'était un monde qui permettait des explications assez simples. L'Ouest, l'Europe de l'Ouest, c'était la démocratie et la prospérité face au monde totalitaire communiste. Mais c'était aussi un monde où l'État social, l'État-providence, le welfare state permettait de mieux lutter contre les inégalités économiques et sociales, contrairement aux États-Unis d'Amérique, face à un capitalisme, je mets des guillemets, évidemment, débridé et injuste. Bon, donc, c'est un monde d'explication. Tout ça a changé. On a même cru d'ailleurs, à la fin de l'histoire, c'est-à-dire la fin des idéologies, et que le libéralisme politique et économique l'emporterait. Qu'est-ce qui a changé? C'est que la guerre est revenue sur le continent européen. La guerre n'a pas disparu des autres continents. Certes, il y a eu évidemment la guerre terrible dans l'ex-Yougoslavie, mais nous n'avions pas connu la guerre. La guerre, elle est aujourd'hui sur notre continent. En Ukraine. Et puis nous avons la guerre que nous mène l'islamisme, le terrorisme, le djihadisme. Et puis nous subissons évidemment les conséquences de ce qui se passe par exemple au Proche-Orient. Et puis nous voyons notre démographie baisser et l'Afrique doubler sa population avec des défis pour ce continent d'avenir, mais aussi pour nous. Donc on est obligé de changer nos schémas. Il faut une défense européenne. Des choses qui me fascinent le plus de ces dernières années, vous venez de parler de l'Allemagne, ce sont les efforts, les changements que ce pays devra accomplir. Il doit remettre en cause la politique migratoire qui était celle de Angela Merkel. Il doit changer sa stratégie énergétique parce qu'il ne peut plus dépendre du gaz et du pétrole russe. Il doit se dire que peut-être le parapluie américain ne lui sera pas suffisant pour se protéger. Il peut connaître de nouveau la guerre. Donc, dans cette Europe, que la première puissance économique et budgétaire se réarme et participe de l'effort collectif, comme tous les autres pays, en matière de défense et de sécurité, cela ne doit pas nous faire peur. Après,
évidemment, il y a une histoire. Oui. Il y a l'histoire de chaque nation. Il y a des événements. Il y a le score que l'AfD, parti héritier C'est ça, en fait, parce que nazi, qui peut nous faire craindre des choses. Mais faisons confiance à cette capacité de l'Europe, à la relation entre la France et l'Allemagne. C'est génie notamment de Gaulle et d'Adenauer de l'avoir permis. Et construisons une réponse en matière de défense, de souveraineté, qui soit la plus forte possible face aux dangers, pas seulement aux dangers russes, mais face à tous les dangers, aux guerres hybrides qui nous sont menées. Moi, j'ai plutôt confiance dans l'Europe. Je suis lucide, je ne suis pas naïf, je ne suis pas un béat, je ne suis pas même un fédéraliste européen, parce que précisément je crois à la nation. Je continue de penser que l'Europe, c'est une fédération, une union. Oui, je reprends les mots de Jacques Delors, d'États-nations. Mais il faut des coopérations plus fortes. Et puis bon, ça n'est pas très nouveau ce que je veux dire, mais je suis convaincu que sur un certain nombre de sujets, nous pourrons avancer ensemble. Et regardez, en matière diplomatique et de défense, eh bien, il faut avancer avec l'Allemagne, avec la Grande-Bretagne, elle ne fait pas partie de l'Union européenne, avec la Pologne, avec la Finlande, et j'espère demain davantage avec l'Italie et l'Espagne. c'est ça qui rend la conversation si intéressante. Et sur le plateau où j'étais face à un fameux journaliste qui était outré par mes commentaires. Mais or, je continue, je persiste à penser que si demain l'AfD était au pouvoir et qu'on avait initié un réarmement allemand, tout de suite, oui, les éditorialistes seraient tout de suite plus inquiets et seraient tout de suite prêts à dire, d'accord, finalement, en fait, l'AfD au pouvoir en Allemagne, en parallèle avec un réarmement, semble problématique. Et je pense que la nature de la conversation, vous parlez justement du passé et de l'historique des nations, c'est que, enfin, combien d'invasions ukrainiennes y a-t-il eu dans l'histoire russe? Si on prend les Romanov, les bolcheviks et Poutine, c'est une idéologie complètement différente à chaque fois, une rhétorique, une diplomatie complètement différente, et pourtant, c'est quasiment le même comportement vis-à-vis de leurs voisins. C'est vraiment l'argument que les nations ont leur intérêt et se comportent de la même façon qu'on soit un marxiste-léniniste, un tsariste monarchiste ou alors un pseudo-autoritaire tel que Poutine. C'est vrai pour la Russie, vous avez raison, mais essayons d'inverser les choses, ou cette logique-là, implacable, qui est celle de l'histoire, des plaines, de la culture, de la géographie, donc aussi, pour nous dire précisément l'Europe, la construction européenne a cherché à éviter ou à inverser même cela. Et donc le fait que depuis plusieurs décennies, ça n'est rien au niveau de l'histoire, je reconnais humblement, mais le fait que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France, qui se sont fait la guerre mutuellement pendant des siècles, l'Angleterre, qui a été notre adversaire, notre ennemi, notamment sur les mers, là aussi, pendant très longtemps. Le fait que ces pays travaillent ensemble, se battent pour la démocratie, pour un modèle économique et social, et pour une certaine idée de l'ordre international, ça me paraît passionnant comme projet. Après, je ne suis pas naïf, je vois bien les mouvements qui existent. Si demain l'AfD l'emportait en Allemagne, si Farage l'emportait en Grande-Bretagne, et c'est possible. Si le Rassemblement national l'emportait en France, ça n'est pas une lubie, même si on a du mal à voir quels sont ces projets sur tous les sujets que nous venons d'évoquer, on voit bien que l'Europe peut changer de nature. Et nous avons un problème plus large en Europe, qui est celui de la démocratie. À partir du moment où nous sommes 27 États-nations, le jeu démocratique, il est dans chaque État. Nous ne sommes pas un État fédéral. Je ne crois pas que ça soit souhaitable. En tout cas, ça ne se passera pas tout de suite. Et donc, du coup, nous sommes à la merci des mouvements électoraux, des mouvements politiques dans chaque pays. Et donc, l'Europe, c'est pour ça qu'elle est fragile. Elle est en danger avec des mouvements qui eux-mêmes pourraient être anti-européens, anti-projet Union européenne, et pourraient se retourner aussi contre ses voisins. Donc l'histoire, elle n'est pas finie. Elle est toujours écrite. On peut avoir demain des conflits. Raison de plus pour être forts les uns et les autres et pour défendre un certain nombre de valeurs. Mais je n'exclus rien, je n'exclus aucun scénario difficile, terrible. Et je pense que, d'une certaine manière, ces dernières années, je l'ai prouvé comme Premier ministre face au terrorisme islamiste, l'histoire est tragique.
pour la formule un peu facile, elle est redevenue et elle impose sa loi d'airain. Vous connaissez Sébastien Lecornu? Vous avez été Premier ministre. À quoi ressemblent ces journées aujourd'hui? Et alors certes, la période était légèrement différente, mais à votre avis, quelle est l'équation qui opère en ce moment chez lui? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Est-ce que vous pensez que la pression est absolument maximale? Est-ce que vous pensez au contraire qu'il se dit de toute manière tout ça va pas durer longtemps? Quelles sont vos prévisions avant la présidentielle, devrais-je dire? Est-ce que vous pensez que avec lui on va tenir tête? Est-ce que vous vous attendez à une démission du président de la République? D'abord, j'espère qu'il tiendra et que nous tiendrons. Pas nous d'un point de vue personnel, mais les institutions de la Ve République demandent de la stabilité, permettez aussi de la stabilité. C'est important. C'est pas important pour nous, c'est important pour le pays dans ce paysage que nous avons décrit, et notamment avec des enjeux géostratégiques majeurs. Est-ce qu'au moment où on a besoin d'être fort face à la Russie, à la guerre directe, hybride qu'elle nous mène, face à tous les enjeux, je pense à celui du Proche et du Moyen-Orient, aux tensions ou à la guerre commerciale que nous a mené l'administration Trump, au moment où il faut prendre des décisions très importantes dans les années qui viennent en matière d'immigration, ou sur un tout autre sujet d'investissement dans la filière nucléaire, parce qu'on a besoin de cette autonomie stratégique sur le plan énergétique, vivre des crises politiques, de l'instabilité serait particulièrement dangereux, et encore davantage alors, je réponds à votre dernière question, sur l'idée de la démission du président de la République. Ça serait, sauf s'il le souhaitait lui-même, sauf s'il le remettait en jeu son mandat, ça serait créer un précédent particulièrement dangereux pour la suite. Quant au Premier ministre, il est dans une situation que moi j'ai pas connue. Certes, j'avais une quarantaine de frondeurs, socialistes, mais nous avions une majorité à l'Assemblée nationale et nous pouvions gouverner. Regardez, malgré les frondeurs, une situation économique difficile, 0% de croissance, des avertissements répétés de la Commission européenne et surtout la campagne terroriste que nous avons subie, et parfois l'impopularité qui a touché l'exécutif, François Hollande ou moi-même, nous tenions, nous avons pu gouverner, nous gouvernions jusqu'au bout, nous avons pu faire des réformes. Je pense à celle du marché du travail qui a été, me semble-t-il, utile pour le pays. Donc, ce que vit le Premier ministre, ce qu'il éprouve, je suis pas à sa place, mais est d'une autre nature. Je pense qu'il éprouve ce que j'ai éprouvé, c'est-à-dire que quand on arrive dans un bureau ministériel comme celui du Premier ministre, on sent forcément le poids de l'histoire, le poids des responsabilités et le poids des difficultés. Mais là, il a de l'expérience et j'espère qu'il trouvera le chemin pour permettre que l'on gouverne et surtout pour que le pays ait un budget. C'est indispensable. Vous l'avez mentionné, vous étiez Premier ministre pendant cette vague d'attaques terroristes. Comment est-ce que c'était de l'intérieur? Comment est-ce qu'on vous l'apprend? Est-ce que vous êtes réveillé au milieu de la nuit? Et immédiatement, est-ce que vous comprenez la gravité, l'immensité des événements qui se déroulent? Ou est-ce qu'au contraire, un peu comme le pays en fait, vous avez mis quelques minutes ou quelques heures à vous rendre compte de l'ampleur? Est-ce que vous pouvez nous décrire ces moments qui sont si marquants et si tragiques dans notre histoire nationale? D'abord, j'ai compris assez vite comme ministre de l'Intérieur que nous étions face à une menace extérieure et intérieure. Je l'avais décrite ainsi. C'est Alain Boer que vous connaissez, qui m'en avait parlé à travers notamment un rapport qu'il avait fait pour la police de New York, une police qui est à un niveau de l'État d'un État, y compris des services de renseignement qui ressemblent aux nôtres. Et j'avais qualifié dès la fin de l'année 2012 cette menace extérieure et intérieure qui nous concernait. Et puis pendant l'été 2012, les services de renseignement m'avaient alerté sur un nombre réduit, mais significatif déjà, de Français qui partaient vers le Levant, vers la Syrie et l'Irak. Et nous avons subi une attaque déjà au mois de septembre 2012 à Sarcelles, qui
ressemblait beaucoup à ce que nous allions connaître après. C'est-à-dire un réseau avec des convertis, des jeunes qui s'étaient radicalisés, qui voulaient partir en Syrie et qui avaient décidé de passer à l'acte. La police avait abattu l'un d'entre eux à Strasbourg. C'était une première alerte. Ce sont des alertes. C'est pour ça que nous avions fait une première loi antiterroriste et que j'avais commencé à réformer en profondeur le renseignement intérieur sur la base de ce que Nicolas Sarkozy et François Fillon m'avaient laissé comme documentation et que nous avons évidemment étayé après les attentats de Toulouse et de Montauban. Donc il y avait forcément une continuité. Mais on n'est jamais préparé. On sentait cette menace monter sur les bases de ce que je viens de vous dire. Mais je me rappellerai toujours comme si c'était hier, notamment le jour de l'attentat contre Charlie Hebdo. J'étais en train de faire une conférence de presse sur les intermittents du spectacle. Bon, rien à voir avec la ministre de la Culture, Flore Pellerin, quand on m'a communiqué l'attaque qui avait eu lieu contre Charlie Hebdo et sa rédaction, connaissant la plupart des journalistes, qui avaient été décimés. Et pendant ces années 2015 et 2016, nous avons vécu, le président Hollande, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur et moi-même, au fond avec cette menace. Nous avons conjuré beaucoup d'attentats, nous avons renforcé les moyens, mais il n'y a pas de risque zéro, ça n'existe pas. Et nous savions que nous pouvions à tout moment être frappés. Le pays a été évidemment frappé. Et donc, ça change votre manière de gouverner. Ça change le sens des priorités. Tout est important. L'économie, le social, l'éducation, la culture, bien évidemment. Mais là, on joue la vie et la mort de compatriotes. On sait que cette menace, ce ne sont pas uniquement des groupes terroristes qui peuvent nous frapper de l'extérieur, mais qu'elle existe parmi nous, parmi la population, notamment dans les quartiers populaires, une partie de la jeunesse issue de la culture arabo-musulmane qui s'est radicalisée et qui peut frapper chez nous comme dans tous les autres pays. Donc donc du coup ça change le sens de priorité, ce qui est important et qui ne l'est pas, ce qui est essentiel et qui ne l'est pas, et avec une préoccupation: est-ce que le pays peut basculer? Est-ce que le pays sera suffisamment fort pour sauvegarder ses valeurs démocratiques? Est-ce qu'il y aura pas une tentation, nous en parlions au début de notre conversation, oui, d'autoritarisme, de volonté d'imposer un pouvoir fort pour faire face à ces attaques? Eh bien non, la démocratie a tenu. Nous avons changé les lois, renforcé. Je me rappelle, j'ai présenté moi-même comme Premier ministre une première loi. Il n'y avait pas eu de présentation d'une loi sur le renseignement depuis de ce niveau-là, depuis Michel Rocard. Ouais. Et il avait présenté lui-même. Donc moi j'ai voulu aussi, dans cette continuité, je suis un vieux rocardien, faire ce travail. Et je me rappelle les éditoriaux de la presse, notamment de gauche, nous accusant de mettre en cause la démocratie et les droits fondamentaux de l'homme. Non, cette loi était nécessaire dans un monde qui a changé, où il fallait intégrer dans la lutte contre le terrorisme ou les effets de déstabilisation, les nouvelles formes de communication, et notamment Internet et les réseaux sociaux. Donc, mais voilà, on vit avec ça et ça m'a marqué. Sans doute on change, on devient plus dur physiquement, on est marqué. On vit avec cette tension. Ouais, déjà, j'imagine que les nuits sont courtes, mais là, ça devait être quelque chose. Vous étiez en état de siège. Il y a eu des moments où on était en état de siège. Après, au moment des attentats du 13 novembre, bref, à Saint-Denis et à Paris, sur les terrasses et au Bataclan, oui, on vit nous. Et les services de renseignement, les forces de sécurité intérieure. Mais au fond, nous, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai toujours essayé dans ces moments-là de penser aux victimes, parce que elles sont très vite oubliées. On parle des victimes du terrorisme, on parle de chiffres. D'ailleurs, on se rappelle plutôt des noms des terroristes et rarement des victimes. Et surtout, pour la première fois depuis très longtemps, nous faisions face à des dizaines, à des centaines de victimes, de morts, de blessés, des familles impactées. Je me rappelle que le 14 novembre 2015, je me suis rendu à l'école militaire où il y avait un centre, un PC de sécurité pour informer des familles qui venaient se renseigner pour savoir si un proche
avaient été victimes sur les terrasses de Paris ou dans la salle du Bataclan. Je voyais des scènes terribles, des gens qui apprenaient qu'un proche, un fils, un père, un ami avait été tué dans cette attaque. Donc, bon, ce sont eux les victimes. Nous, les politiques, on agit, nous sommes protégés, nous vivons avec cela. Mais c'est vrai que, a priori, en démocratie, on rêve de démocratie apaisée, on rêve de gouverner de manière apaisée. Et là, le terrorisme islamiste, avec tout son cortège aussi de violence, d'antisémitisme, de haine des Juifs, de haine de l'Occident et de la démocratie, tous les débats que nous connaissons dans notre pays, tout ça est venu bousculer nos démocraties. Donc on ne vit pas, on ne gouverne pas dans des démocraties apaisées parce que le monde et l'histoire ne sont pas apaisés. Vous parlez de Monsieur Rocard, qui constitue un de vos mentors, une de vos influences principales. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que il se passe à peu près la même chose que la rivalité entre Monsieur Mitterrand et lui-même. Aujourd'hui, entre votre gauche, une gauche assez classique, social-démocrate, laïque, attachée aux valeurs républicaines, et une partie de la gauche qui semble se radicaliser dans le communautarisme. Je pense à la France insoumise, à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous sentez que votre gauche a d'une certaine façon ou est en train de perdre le combat face à une gauche plus radicale? Est-ce que vous vous attendez au contraire à une victoire d'une gauche plus modérée, du Parti socialiste qui peut se ressusciter? Parce qu'il semble aujourd'hui, comme la droite républicaine d'ailleurs, comme les LR, en assez grande difficulté. Dans le monde que j'ai connu, adolescents, jeunes et moins jeunes quand même, nous vivions non seulement dans un équilibre global mondial que je décrivais, mais aussi politique, entre des alternances entre la gauche et la droite. Le débat n'était pas simple, il était toujours pugnace. Mais et dans ces camps politiques, vous aviez d'un côté le RPR, l'UDF, puis l'UMP, qui dominaient la droite, et vous aviez le Parti socialiste, ses alliés qui dominaient la gauche. Mais la gauche française a toujours été caractérisée par différents débats entre les socialistes et les communistes. Et dès le congrès de dès le congrès de Tours en 1920, Léon Blum le théorise en quittant le parti qui vient d'être conquis et dominé par les communistes. Et il alerte notamment sur la question de la liberté, du totalitarisme. Michel Rocard lui-même, dans un congrès du Parti socialiste en 1977, à Nantes, avait théorisé les deux gauches. Il a incarné la deuxième gauche, une gauche qui faisait plus la place à l'individu, moins à l'État, plus autogestionnaire ou plus autonome, la décentralisation dont était l'un des chantres, face à une gauche plus jacobine. Bon, donc il y a toujours eu ces débats. Ce qui a changé depuis l'élection présidentielle de 2017, c'est que la gauche révolutionnaire, radicale, qui n'est plus communiste d'ailleurs, domine cette gauche. Ou il la domine encore moins peut-être, c'est les changements de ces derniers mois. Et donc c'est un facteur d'inquiétude parce que ça ne permet pas à une gauche réformiste, de gouvernement, social-démocrate, on verra quel est le bon mot, de pouvoir l'emporter. Et toute alliance avec cette gauche est impossible de mon point de vue. Impossible. Bah, pour gouverner, oui. Ah ben non, pour gagner les élections, c'est toujours possible. Mais c'est pour ça que j'avais théorisé les gauches irréconciliables, les deux gauches irréconciliables, parce que sur la vision du monde, les liens avec la Russie, avec Poutine, sur la lutte évidemment contre l'antisémitisme. C'est un parti, la France insoumise, qui a joué, qui a surfé, et qui continue de surfer sur l'antisémitisme et sur la haine des Juifs à travers la haine. Pourquoi c'est par électoralisme? Est-ce que le raisonnement de Jean-Luc Mélenchon est si simple de se dire il y a une immigration arabo-musulmane très présente, notamment dans les zones qui sont très importantes pour nous électoralement. Donc on va jouer sur cet antisémitisme pour pouvoir sécuriser des voix. Est-ce que c'est ça le... C'est un parti qui antagonise et qui parle d'un certain nombre de théories très très populistes qui consistent au fond en permanence à désigner un ennemi. Donc, il est toujours bon d'avoir un ennemi. Ça peut être l'Europe, Bruxelles, ça peut être les riches et le capitalisme, ça peut être Israël, et d'une certaine manière, à travers Israël, même s'il ne le dit pas ainsi, les Juifs. Donc, on cherche à antagoniser. Et puis, alors ça nous entraînerait dans une trop longue discussion, mais
dès les années 90, un certain nombre de théoriciens à gauche ont pensé qu'il fallait substituer le prolétariat, qui n'existait plus, Par les minorités. par une autre masse, d'autres damnés de la terre, pour reprendre les mots de l'Internationale socialiste, qui serait la masse des immigrés et des musulmans. Ce sont des théories de courant trotskiste, vous vous rendez compte, tout ça nous entraîne en Grande-Bretagne. Mon ami Julien Drey a écrit un livre très intéressant sur ce sujet-là, et qui existe chez nous. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, qui était un républicain laïque jusqu'au milieu des années 2000, qui défendait la loi de 2004, qui conspuait le NPA, l'extrême gauche, pour avoir présenté une candidate voilée, etc., a compris que cette théorie pouvait s'appliquer en France et pouvait lui amener aussi, bien évidemment, des voix dans les quartiers populaires. Il faut bien reconnaître que, d'une certaine manière, cela a marché lors des élections présidentielles de 2017 et surtout de 2022 et à l'occasion des élections européennes de 2024. Mais donc oui. Et donc, du coup, pour ramasser vos deux questions, c'est ce qui rend, de mon point de vue, difficile, impossible. C'est pour ça que j'ai quitté le Parti socialiste en 2017, mais c'est ce qui rend la tâche très difficile pour le Parti socialiste, même si je souhaite qu'il, d'une certaine manière, il l'emporte dans son bras de fer vis-à-vis de la France insoumise et d'une partie des écologistes qui sont attirés par les théories de Jean-Luc Mélenchon. C'est important, pas pour le Parti socialiste seulement, c'est important pour la gauche française. Mais il y a toujours quelque chose parfois, de morbide dans la gauche française. Historiquement, elle est attirée par le soleil noir de la radicalité, de la violence. Il faut lire François Furet sur la Révolution française et combien cela pèse dans l'histoire encore de la gauche. On a l'impression que le soleil noir est présent aussi à droite. Alors peut-être pas dans sa forme aujourd'hui. Le Rassemblement national semble en tout cas s'être vraiment recentralisé. En tout cas, il y a une vraie tentative de la part de ce parti de paraître beaucoup plus respectable. Assez fondamentalement, est-ce que vous croyez en ce parti? Pas idéologiquement, mais est-ce que vous croyez qu'il est capable d'accéder au pouvoir, qu'il peut gagner, qu'il peut vaincre cette espèce de plafond de verre qui est le sien depuis des décennies? Et si oui, j'ai l'impression que le discours politique est si malhonnête à ce sujet, parce que d'un côté, on nous explique que c'est des fascistes, que ça sera le quatrième Reich, et de l'autre, on dit qu'en fait, que c'était, en quelque sorte, et c'est pas contre vous, mais des socialistes à ventre mou. Marine Le Pen hésitait à dire il y a quelques jours sur un plateau télé si elle était plus proche de Bruno Retailleau ou d'Olivier Faure. Elle dit elle-même qu'elle n'est pas de droite. Jordan Bardella dit qu'il ne s'est jamais senti d'extrême droite de sa vie. Est-ce que vous pensez que ce parti un peut gagner? Et deux, si Marine Le Pen accède à l'Élysée, à quoi ressemblera la France? D'abord, il peut y aller parce qu'il a déjà gagné. Il était largement en tête aux élections européennes de 2024. Le Rassemblement national est le premier groupe, pas la première coalition, mais le premier groupe à l'Assemblée nationale. Les sondages, aujourd'hui, lui donnent cette possibilité. Donc, c'est ce qui a changé. Ce n'est plus un parti marginal qui ne pourrait plus accéder au pouvoir. Il peut accéder au pouvoir, même avec notre scrutin majoritaire à 2 tours et sans alliance, soit à l'occasion d'élections législatives, soit évidemment au moment de la présidentielle, par la force qu'il a de son électorat, et aussi à cause de la division des autres, à gauche ou à droite. C'est vrai qu'il y a une inconnue. Alors, de la même manière que nous l'évoquions à gauche, le Parti communiste n'existe pratiquement plus, et on ne peut pas considérer que la France soumise est l'héritier du Parti communiste français, qui était aussi un parti, certes lié à l'URSS, mais un parti avec des racines profondes nationales. Du côté du Rassemblement national, ce ne sont pas que les héritiers de la collaboration, ça n'est pas un parti fasciste. Mais c'est un parti sans doute national-populiste, ça veut tout dire et rien dire ce que je prononce comme formule, et surtout ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas. On connaît ses relations avec Poutine. On connaît ces ambiguïtés avec un certain nombre de pays qui, eux, sont de nature vraiment d'extrême droite, puisqu'ils siègent dans un groupe, il y en a plusieurs au Parlement européen, mais notamment avec Orban, qui, du point de vue des relations avec la Russie, comme de la démocratie, comme du sort des minorités, et je pense notamment sexuelles, pose problème en termes de valeurs.
on ne sait pas quelle est sa pensée économique. On ne sait plus très bien ce qu'il pense sur la réforme des retraites. On ne sait pas s'il est prêt à gouverner. Je pense que ça fait beaucoup d'incertitudes. Et même dans le rapport qu'il peut avoir aux institutions ou à la séparation des pouvoirs, on peut avoir un certain nombre d'inquiétudes. Donc, tout débat démocratique doit permettre de la clarification. Mais je fais partie de ceux qui considèrent qu'il vaut mieux pas essayer, parce qu'il y a trop d'incertitudes, trop de dangers. Marine Le Pen a rompu avec son père, d'un point de vue personnel, et suite aux saillies antisémites de Jean-Marie Le Pen. Mais est-ce que le Rassemblement national a tenu un congrès où il a abjuré, où il a rompu, comme l'ont fait les Italiens par exemple, il y a quelques années, avec le passé? Non, il y a pas de rupture. Il y a des ruptures générationnelles. Bardella n'était pas né dans ces années-là. Mais il y a pas. Et puis il reste, on l'a vu, parmi les militants, les élus, les candidats même aux élections législatives, un certain nombre de personnes qui ont des liens avec une pensée raciste ou antisémite. Donc, ce parti peut gagner, mais de mon point de vue, il représente des risques qui sont réels pour notre pays. Mais il suffit pas de les décrire. Quelle est l'alternative? Je ne pense pas que l'alternative, ça ne puisse être seulement « nous ne voulons pas du Rassemblement national » ou d'un front républicain anti-Rassemblement. Vous êtes contre l'idée d'un front républicain? Non, je ne suis pas contre en soi, mais je sais que ça ne suffira pas. Et que même ça ne marchera pas, et que les Français nous diront non, écoutez, vous avez gouverné les uns les autres, vous êtes incapables de sortir un budget, vous faites tomber les premiers ministres, vous allez de motion de censure en motion de censure, donc il faut maintenant une alternative claire, et à la fois la colère qui existe à l'égard des politiques. Le fait que beaucoup de gens considèrent que ils ont un salaire qui correspond pas au travail qu'ils accomplissent. Un certain nombre de territoires dans les grandes métropoles, mais surtout dans les territoires périurbains ou entre métropole et territoires agricoles. Dans le monde agricole, il y a un sentiment de perte de quelque chose, d'une perte d'une culture, mais aussi d'une forme de vie, et c'est de plus en plus dur pour une famille qui doit prendre la voiture alors que l'essence est chère pour aller travailler, etc., etc. Donc il y a la colère dans le pays. Elle est puissante. Elle correspond à ce que nous disions tout à l'heure, qui peut emporter évidemment le pays. Nous l'avons déjà connu par le passé, et donc le Rassemblement national, pour beaucoup de monde, peut-être, c'est à la fois cet outil de colère, mais aussi d'alternance. Donc s'il n'y a pas en face une offre politique puissante, à droite ou à gauche, peu importe, eh bien, alors oui, la victoire du RN est possible, et même probable. Qui voyez-vous qui peut constituer une telle force d'opposition? Est-ce que vous pensez que c'est une droite plus traditionnelle, peut-être représentée par Monsieur Retailleau, qui arriverait à la fois, et je pense d'ailleurs que c'est le seul, à exister dans le monde macroniste? Il était ministre du président sous plusieurs gouvernements, il va peut-être le rester, et aussi par son discours sur la sécurité, sur l'immigration, ronger des voix au Rassemblement national. Est-ce que vous pensez que c'est lui qui constitue la plus grande opposition, ou au contraire, quelque chose plus à gauche, une rupture plus assumée, alors que ça soit pas Monsieur Mélenchon, mais un Glucksmann ou une personnalité, peut-être vous, d'une gauche plus traditionnelle, qui peut constituer la plus grande force d'opposition à l'éventuelle arrivée du Rassemblement national au pouvoir? Mais là, vous m'amenez dans des questions vraiment d'actualité au jour le jour, et puis vous faites de moi presque un journaliste. Je peux pas commenter l'ensemble du spectre politique, mais je vais vous dire les choses telles que je les pense. Je ne crois pas aujourd'hui au retour du débat droite-gauche traditionnel comme nous l'avons. Vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas, parce que en plus ceux qui expliquent le contraire nous mentent ou se trompent. Quand vous avez un socialiste ou un républicain qui disent « je vais gagner l'élection présidentielle à moi tout seul et j'aurai une majorité absolue à l'Assemblée nationale », personne n'y croit. Et puis on ne peut pas faire comme si le RN, nous venons d'en parler, n'existait pas. 33%, 34% dans les urnes européennes ou dans les sondages, et Mélenchon qui fait entre 10 et 13% encore dans les enquêtes d'opinion, et 10% aux élections européennes, et près de 20% aux élections présidentielles. Elles sont pas si lointaines. Donc ce sont deux forces
qui empêchent le retour, sauf si elle les incarnait à elle seule, des positions traditionnelles de la gauche et de la droite. Donc, je crois que ça n'est pas possible, et en tout cas pas comme ça. Et alors, si nous devions nous retrouver dans un débat uniquement entre les filles et le RN, alors là, je serais très inquiet pour nos équilibres démocratiques. Donc, je crois, mais ça n'est pas facile, que la solution passe en effet par un républicanisme fort, par une alliance ou des coalitions, par des projets sur l'Europe, nous venons d'en parler, comment on décentralise ce pays, comment on sort de la crise financière, comment on réforme notre modèle social, notre protection sociale, notre santé, notre hôpital, quelles sont les politiques migratoires que nous devons mener au plan national ou au plan européen. Je vais évidemment très vite, mais ça ne peut pas être une coalition uniquement pour empêcher, ça va être une coalition pour permettre, avec un homme, une femme, une coalition, une autre manière de gouverner, ce que nous essayons d'une certaine manière et dans des conditions trop difficiles, mais que la prochaine élection présidentielle devra trancher, comment on gouverne ce pays, avec quelle méthode et avec quel projet. Et je pense que ça passera d'une manière ou d'une autre par le fait que des hommes ou des femmes qui viennent de la gauche comme de la droite gouvernent ensemble. Monsieur le ministre, vous êtes individualiste. Non, je suis un individu. Je ne sais pas si j'ai dit... Vous ne direz pas individualiste? Parce que tout à l'heure, vous parliez de rétablir la primauté de l'individu contre l'État. Autre chose. Non, je crois au combat collectif. Et je crois que la politique reste un combat collectif et que la politique en général, l'action publique, c'est de répondre à la fois aux attentes de chaque individu, mais avec évidemment des valeurs, des actions, des politiques qui touchent l'ensemble de la société. Parce que la nature de ma question était en vérité, je trouve assez drôle, vous occupez une position tellement unique dans le spectre politique, parce que vous, par exemple, vous êtes européen, mais vous rétablissez la primauté ou l'importance des nations. Vous vous êtes démontré, même ceux qui ne sont pas d'accord ou qui ne sont pas fans de votre œuvre politique ou de vous-même, remarquent quand même votre courage à dénoncer l'antisémitisme à gauche comme à droite. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que vous êtes en réalité un homme de droite, monsieur Valls? Ou si vous ne l'êtes pas, quelle facette, quelle partie de votre identité vous voyez comme profondément à gauche? C'est le problème du débat politique français, c'est que il aime les étiquettes. Parce que je suis républicain, parce que je suis laïque, parce que je lutte contre l'antisémitisme, parce que je pense qu'il faut maîtriser les flux migratoires, parce que je pense qu'il faut une politique de sécurité, parce que l'insécurité et la délinquance touchent les plus faibles, exactement les couches populaires, mais aussi les femmes, les jeunes qui sont victimes du racket, etc. Je serais de droite, ça va vous faire sourire. Il y a 20 ans, on disait que j'étais le Sarko de gauche. Bon, donc... c'est pas désagréable comme non, c'est ce que je finis par dire à la fin. Donc ça n'a pas beaucoup de sens, mais ça a toujours été cela. Regardez, il y a eu un grand président du Conseil qui est peu connu au moment du changement de siècle, qui est Waldeck-Rousseau, parce qu'il avait été ministre de l'Intérieur. C'était un immense républicain, plus connu. Clémenceau, qui était un homme de la Commune de Paris en 1870 et qui a été un grand ministre de l'Intérieur dans les années 1900 et qui a été évidemment le vainqueur de la Première Guerre mondiale. Il était considéré de droite, c'était celui qui réprimait les mouvements sociaux, etc. C'était un immense républicain, c'était un progressiste. Donc moi, je me considère d'abord comme un Français, un patriote, comme un républicain. Et puis je reste profondément de gauche dans le sens où je ne supporte pas les inégalités sociales, la rente et le patrimoine qui fondent ces inégalités, notamment. Donc, et puis j'ai commencé ma vie politique à gauche. J'ai travaillé avec Michel Rocard, avec Lionel Jospin. Mes références, je pense notamment à Albert Camus. Mes références sont de gauche, mais je n'ai jamais été sectaire. Je ne supporte pas le sectarisme. Ma formation presque initiale, intellectuelle, culturelle dans ma famille, c'est la lutte contre le totalitarisme, par la lecture de Camus, de Koestler, de Yankelevich, de Solzhenitsyn. Mon père, qui a vécu jeune la guerre civile espagnole, avait vécu à la fois la violence du franquisme, mais aussi du stalinisme à Barcelone pendant la guerre civile. Bon, donc je ne supporte pas les étiquettes facile,
et qui vise souvent à disqualifier les responsables politiques. Oui, alors je suis assez individualiste, il faut faire attention d'être seul et solitaire. C'est pour ça que je suis heureux d'être dans un gouvernement, parce que ça permet d'être de nouveau dans l'action collective. Mais je suis plus dans un parti. Et je n'ai plus de responsabilité politique. Mais ma voix, mon expérience, ce que j'ai pu apporter au pays, mes réussites comme mes échecs, elles sont, je l'espère, utiles au débat public. Est-ce que vous vous sentez proche d'un George Orwell? Parce que dans votre discours, vous me rappelez énormément quand même l'essence de son identité. C'est qui a écrit d'ailleurs hommage à la Catalogne. Il s'est battu lui-même dans la POUM, les milices stalinistes en Espagne. Trotskistes, excusez-moi, en Espagne, vous avez raison de le souligner. Il a vu juste contre le fascisme. Il a vu juste contre le stalinisme. Et il a vu juste contre l'impérialisme britannique. C'était un homme de gauche, mais aujourd'hui, c'est un peu l'essence de ma question que je viens de vous poser il y a quelques minutes, ça devient presque des valeurs de droite, en vérité. Est-ce que vous vous sentez proche de son œuvre? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'appréciez? Moi, j'ai une formation plus littéraire et historique que politique pure. J'ai jamais adhéré à un parti d'extrême gauche, ni au Parti communiste. J'ai adhéré à un parti socialiste qui était extrêmement libre dans ses débats avec ses courants politiques, et je me sentais évidemment très proche de Michel Rocard. J'ai adhéré au Parti socialiste, j'avais 18 ans en 1980, pour le soutenir et pour l'aider. Et c'est cette gauche-là qui était la mienne. Mais Camus, Kessler, qui a écrit aussi sur l'Espagne, Solzhenitsyn, parce que c'est la dénonciation du goulag, et regardez comment il a été accueilli en France par beaucoup d'intellectuels de gauche, et Orwell. Vous avez parfaitement raison de le signaler, et je vous en remercie, parce que l'hommage à la Catalogne, où il est blessé d'ailleurs au bout de quelques mois. Oui, il dit d'ailleurs cette phrase, il se prend une balle dans la gorge, il me semble, dans une tranchée. Très gravement, oui. Et il dit cette phrase, il dit: la totalité de ma contribution militaire fut d'empêcher une balle fasciste d'atterrir dans la terre derrière moi. Oui, et 1984, qui est la dénonciation de ce totalitarisme, ça reste d'actualité, parce que c'est le risque totalitaire, il passe pas uniquement par une idéologie politique. Il peut passer, en effet, par le poids de la communication, des réseaux sociaux, de ces grandes entreprises, de ces firmes qui peuvent dominer le monde. Enfin, dans cette nouvelle d'anticipation, elle reste profondément d'actualité. D'ailleurs, elle est souvent citée. Et donc, au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester toujours libre. Mon père m'avait dit, quand j'ai adhéré au Parti socialiste, tu perds ta liberté. C'est un homme profondément libre, c'est un artiste, un intellectuel. On aurait dit aujourd'hui plutôt un anarchiste de droite, mais il n'était ni anarchiste ni de droite. Mais enfin, en tout état de cause, qu'il se sentait profondément libre. Et j'ai toujours essayé de pas perdre ma liberté. Quand vous menez un combat collectif, il faut respecter les règles dans un parti, dans un gouvernement. Sinon, c'est le désordre. J'étais ministre de l'Intérieur, j'ai vu un homme d'ordre, et j'ai été connu plutôt et respecté comme un ministre de l'Intérieur qui assumait parfaitement son républicanisme et l'héritage de Clémenceau. Mais j'ai toujours voulu rester libre. C'est très important, contre les idéologies, contre le prêt-à-penser, contre des formules qu'on cherche à vous imposer. Et donc, c'est cette liberté que je revendique. Quand je dénonce la haine d'Israël et des Juifs et l'antisémitisme dans une partie de la gauche, française ou européenne, ou même au niveau international, je fais comme un humaniste, mais je le fais comme un républicain de gauche aussi. Je le fais parce que je ne supporte pas que l'on puisse participer de cette haine d'Israël et des Juifs depuis la gauche, même si ça a déjà existé. Au moment de l'affaire Dreyfus, il y avait des hommes de gauche qui ne soutenaient pas Dreyfus parce qu'il était militaire, bourgeois et juif. Décrivez-nous un petit peu la situation à Mayotte en ce moment. Pendant 9 mois, nous avons fait un travail considérable. On a voté 2 lois, on engage 4 milliards d'euros pour cette reconstruction. On a mis en place un établissement public, une mission interministérielle ici. Je me suis rendu 5 fois, mais tout reste à faire. Parce que ce territoire a été détruit et le cyclone Chido, puisque tel est son nom, de décembre 2024, a révélé toutes les difficultés, tous les défis de ce territoire. Mais
En tout cas, on a mis les bases pour sa reconstruction. C'est-à-dire, mais il faut régler les problèmes de l'eau, qui sont des problèmes au quotidien, de l'immigration illégale, de la violence, de la reconstruction des logements et de la forêt, préserver le lagon. Mais c'est un territoire de 300 000 habitants, un peu plus, au cœur du canal du Mozambique. Donc, il y a aussi des enjeux géopolitiques, des ingérences depuis les Comores, notamment, et plus particulièrement des Russes. Mais c'est là, il y a une tâche accomplie dans un temps record avec 2 textes de loi votés en plus par le Parlement, ce qui est un exploit. Et puis ensuite, il y avait la mission de rétablir le dialogue pour permettre la paix civile et la reconstruction économique aussi en Nouvelle-Calédonie. C'est un dossier que je connaissais bien. Je travaillais à Rocard avec Jospin, comme Premier ministre aussi ou comme député. Et là, j'ai réussi à renouer les liens du dialogue et aboutir à un accord, même si une partie des indépendantistes ne le soutiennent pas. Et puis, d'une manière plus générale, j'essaie de participer de la réflexion, mais il n'y a pas besoin d'être ministre, mais pour reconstruire un autre rapport dans le monde d'aujourd'hui, avec l'histoire qui est la nôtre, entre l'Hexagone, Paris, la France, et ces territoires, cet archipel française qui se trouve sur 5 continents et 3 océans. Donc la tâche, elle est passionnante, exaltante. En plus, vous êtes aux confins de toutes les problématiques géopolitiques, je vous le disais, l'océan Indien, la Caraïbe, avec le défi terrible du narcotrafic qui vient d'Amérique latine, le Pacifique avec la confrontation majeure du XXIe siècle entre la Chine et les États-Unis. Et puis il y a aussi tous les aspects de notre histoire, hein. L'esclavage, le colonialisme, le ressentiment. Donc c'est passionnant et j'y ai retrouvé une énergie, une passion que je pensais peut-être pas avoir encore. Leur avenir est français à ces territoires, sur le long terme, sur le moyen terme. Vous y croyez fondamentalement ou vous pensez que, en vérité, une division et une indépendance n'est qu'une question de temps? Et je ne parle pas forcément sur le court terme, mais vraiment sur le long terme. Est-ce que vous pensez que l'avenir de ces territoires est et restera français? L'attachement à la France est très fort. Mayotte, que nous venons d'évoquer, a fait le choix de la France. Peut-être c'est là où j'ai trouvé le plus grand patriotisme français, parce qu'ils veulent être protégés par la France. Avec les Antilles, la Guyane, c'est une histoire de 4 siècles, même si elle a été douloureuse, bien évidemment. Donc l'attachement à la France est important. Mais pour que cet attachement continue, pour que nous ne perdions pas ces territoires dans un temps évidemment de long terme, il faut redéfinir le lien. Il faut que ces territoires nous permettent de rayonner. Et nous avons le 2e domaine maritime au monde à travers et grâce à ces territoires. Les enjeux stratégiques sont immenses. Oui, les enjeux stratégiques. Et on parlait du déclassement européen tout à l'heure. Ces territoires donnent à la France un avantage stratégique immense. Immense à la France et à l'Union européenne qui devrait les considérer telles quelles. Dans l'Antarctique, dans le Pacifique, on le voit bien. Si le sommet des océans à Nice il y a quelques mois a été un succès, c'est grâce au choix de la Polynésie française de protéger davantage son domaine maritime. Donc, oui, il faut revoir le rapport pour que ces pays nous permettent de rayonner sur 5 continents et 3 océans, mais qui leur permettent de rayonner davantage. Je veux dire, la Guyane, c'est un territoire amazonien et latino-américain. Donc, elle doit pouvoir commercer beaucoup mieux et beaucoup plus avec le Suriname, le Guyana, le Venezuela, quand ça ira mieux là-bas, et bien sûr le Brésil, la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin ou Saint-Barthélemy doivent pouvoir être au cœur de la Caraïbe. Or, on a des entraves administratives, techniques, commerciales, la France, l'Union européenne, qui ne leur permettent pas ce développement. Ce sont des territoires français, sud-américains, caribéens aussi. Donc c'est cette double culture, cette double appartenance qu'on doit faire vivre mieux et d'une certaine manière on dépasse les grands débats sur la départementalisation, l'égalité réelle voulue par Césaire pour aller vers sans doute autre chose. Et dans l'océan Indien, on voit bien le rôle de la Réunion avec Madagascar, l'île Maurice, les Seychelles, l'Afrique de l'Est. Il y a un attachement très fort à la France, mais on peut faire les deux. On peut avoir cet attachement à la France et cette intégration dans un espace régional. Dans le Pacifique, les choses sont sans doute un peu différentes, mais en Calédonie ou en Polynésie, tout en restant française, bien évidemment, dans un lien très fort avec la France, se déploient dans un environnement qui est évidemment très différent. Leur statut leur permet davantage que les autres territoires que je viens d'évoquer. Mais c'est un enjeu, vous avez raison de le souligner,
comment ce lien avec la France est préservé. Et donc, ça demande des changements, des modifications et les résultats aussi. C'est pour ça que je présente un texte de loi sur la vie chère, parce que c'est quelque chose qui casse la confiance entre les populations et l'Hexagone. Monsieur le ministre, merci pour votre temps aujourd'hui. Vous avez été très généreux avec vos mots, vos paroles et aussi votre temps. On a une petite tradition dans ce podcast. On demande à nos invités d'inviter le prochain invité. Alors, est-ce que vous pouvez, si ça ne vous dérange pas, regarder dans la caméra derrière moi et inviter Monsieur le Président François Hollande à venir participer au prochain épisode de En toute liberté sur 21. Oui, c'était... Bon. Bien, après cette heure passée avec Louis Sarkozy, passionnante sur bien des sujets à travers son questionnement, je conseille et j'invite François Hollande, le président avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler, à venir répondre à ces questions. Je ne doute pas que ça sera un grand moment. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous.